Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup à tout le monde pour être là en ce moment si chaleureux. Ça paraît l'Espagne ça, hein? Ça commence. Je voudrais commencer juste avec une petite réflexion. Platon, dans son livre Phèdre, disait « L'écriture créera les oublis des âmes, des apprenants ». Et il y disait par rapport à l'écriture. Dans ce livre où il débat avec Phèdre, c'est un débat entre Socrate et Phèdre, il réfléchit sur l'âme, l'amour et l'écriture. Et il faisait cette réflexion par rapport à l'écriture. Il disait qu'en fait, l'écriture et la parole écrite peut arriver à supplanter l'exercice de la mémorisation. Parce que ce que tu lis, comme tu les lis et tu les lis dans l'écriture, tu l'oublies. Et en plus, il disait qu'une lecture sans compréhension, c'était une illusion de sagesse. C'est-à-dire, on peut lire et rien comprendre. Et pourtant, avoir une illusion d'avoir compris. Et je mets ça en avant parce que ça me paraît rigolo, ça fait longtemps, et aujourd'hui, on se pose les mêmes questions avec l'IA. C'est exactement ces questions qu'on se pose. Ce sont des questions très anciennes, comme ils nous ont démontré nos collègues antérieurs, ce sont des questions profondes, qu'en fait, ça fait longtemps qu'on se pose par rapport à tout type de technologie qui est apparue pendant l'évolution de la société, l'évolution humaine. Aujourd'hui, je viens amener une petite réflexion, mais complètement différente à celle-là qui a amené mes collègues là. Ça va être une vision un peu plus pragmatique, plus expérimentale, sur l'IA et comment est-ce que nous, on interagit avec l'IA pour apprendre. Et la question que je me posais quand on a préparé cette présentation, c'était est-ce qu'on pense avec l'IA ou on laisse l'IA penser? Et en fait, on commence à voir certaines études, et c'est aujourd'hui ce que je vais montrer sur ceux que je vais me concentrer, qui nous montrent que dans certains cas, on pense avec l'IA et dans certains d'autres, on pense surtout, il nous fait penser, l'IA pense pour nous. Et c'est un peu cette réflexion que je vais mener, d'une perspective complètement différente à celle-là qu'ils ont présenté mes collègues antérieurement, parce que j'appartiens à une équipe qui s'appelle Teaching and Learning Enhanced by Technologies. Moi, je suis informaticienne. J'ai fait un doctorat et un master en Computational Neuroscience. Donc, on faisait déjà des réseaux neuronales qui apprenaient, mais différemment. Et après, je me suis spécialisée dans les technologies éducatives. Et c'est ce qu'on fait dans cette équipe de recherche. Nous, on essaye d'étudier comment est-ce qu'on peut faire de la technologie qui soutient l'apprentissage. Et c'est cette perspective-là. Aujourd'hui, on a les IA génératives. Quand je parle d'IA génératives, je vais parler toujours des chatbots LLM, pour faire court, qui sont déjà permis dans notre société, que tout le monde utilise et qu'en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la pensée, dans le processus cognitif. Et c'est ça qu'on essaie d'étudier avec Talent. Et on essaie aussi de transformer ces technologies existantes dans quelque chose qui peut aider à soutenir l'apprentissage et certains aspects de l'apprentissage. Aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur des projets avec lesquels j'ai collaboré avec des collègues internationaux qui viennent de Chili, du Brésil, et avec les études qui mènent Morgan Burgess, qui est un doctorant en IT, et Walid Askin, qui est un étudiant de l'ANSET, qui est actuellement dans notre équipe. Je voudrais commencer avec une étude qui s'est faite en Latino-Amérique récemment. Ils ont étudié avec plusieurs institutions d'éducation supérieure comment est-ce que les gens utilisaient vraiment l'IA, comment est-ce que les étudiants d'éducation supérieure utilisaient l'IA. Ils ont pu observer qu'en 60% des gens l'utilisaient pour la recherche d'informations, 61% pour obtenir des idées pour commencer à écrire, et l'autre, le 47%, pour l'aide à la rédaction. Ça, c'est pas surprenant pour nous, pour ceux que vous êtes profs, vous les voyez tous les jours, mais c'est bien qu'on le voit dans les gros chiffres, c'est-à-dire on est en train de déléguer beaucoup de choses à l'IA. Beaucoup de choses qui sont plutôt des tâches cognitives, ne sont pas des tâches bêtes, ne sont pas des tâches que nous, ceux qui ont galéré, on a vécu sans l'IA générative pendant beaucoup des années, on a fait toujours à la main. Aujourd'hui, on délègue à l'IA parce qu'on sait que ce sont des tâches qu'on peut déléguer. Là, on ne sait pas sûr si les étudiants sont conscients que ce sont des tâches qu'ils peuvent déléguer parce que c'est en détriment ou parce que ça peut vraiment les aider à l'apprentissage. En fait, Claude, j'adore Claude,
a fait une étude intéressante. Ils ont dit, je vais classifier les tâches qu'ils font par rapport à la taxonomie de Bloom, les tâches qu'ils font les gens avec les LLM. Et ils voient, et c'est assez curieux, qu'ils font beaucoup de tâches, ce qu'ils disent, creating, c'est-à-dire ils créent beaucoup avec l'IA. Ils font des tâches où ils essayent de mener de la créativité, ils essayent de créer des zéros, etc. Ils font beaucoup d'analyses aussi, c'est-à-dire ils demandent à l'IA de faire beaucoup d'analyses pour eux. Ce qui est intéressant, c'est que jusque maintenant, nous, quand on enseignait, quand on voyait dans nos enseignements la pyramide de Bloom taxonomie, la taxonomie de Bloom, la pyramide, elle était inversée. Typiquement, on avait beaucoup de tâches de se rappeler, de mémoriser, beaucoup de tâches d'essayer de comprendre, beaucoup de tâches d'appliquer, et c'était très peu la partie de créativité. Ça m'a paru curieux parce que c'est assez intéressant de voir qu'avec l'IA, on fait ces tâches que nous on délègue sont les tâches les plus difficiles à réussir quand on essaye de faire apprendre nos étudiants. Quand on voit ça, alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une collaboration? On a une dépendance à l'IA. En fait, on commence à voir que si on conçoit la collaboration, et j'ai fait une réflexion ici, je pars de la base de la collaboration pour l'apprentissage, que c'est toute une area de connaissances et d'études, et une area d'études dans les sciences de l'éducation, ils définissent la collaboration comme un processus où on co-construit des connaissances. C'est-à-dire, on met plusieurs agents et ils co-construisent font ensemble une construction d'un artefact ou de n'importe quelle idée. Alors là, si on observe ce qui nous dit la bibliographie par rapport à ça, on est loin de la collaboration. En fait, on voit dans les études actuelles que les étudiants, et nous en général, on a la tendance à accepter ou rejeter les réponses initiales de l'IA. On ne se pose même pas la question. Ou on les accepte ou on les rejette, tout simplement. Donc, il n'y a pas un dialogue. Et sans dialogue, il n'y a pas une co-construction des connaissances. Aussi, on observe qu'il y a une illusion d'apprentissage. Les apprentis, ils ont tendance à utiliser les LLM comme source d'information, mais après, quand on leur demande s'ils se rappellent, s'ils ont retenu, etc., il n'y a pas de rétention. Et ça, c'est grave. C'est ce qu'il dit cette étude-là. Il dit, l'IA nous faut smarter but not wiser, c'est-à-dire on est plus performant, comme Dominique disait, mais on n'est pas plus sage. Donc on peut réussir, ça c'est une expérimentation intéressante, il faisait utiliser les étudiants pour répondre à des examens en cours par rapport au contenu, un groupe avec des ChatGPT, un autre groupe sans ChatGPT, et il voyait que ceux qui n'avaient pas utilisé ChatGPT, ils performaient pire dans l'examen, mais long terme, ils avaient plus de rétention des connaissances. À l'inverse, ceux qui étaient capables d'utiliser GPT performaient mieux dans l'examen, mais long terme, ils retenaient moins l'information. Donc, si on est sur la performance, pour certaines choses, ça peut marcher. Si on est sur l'apprentissage, on peut se mettre des questions. Il y a aussi des études assez intéressantes en neurosciences qui étudient l'activation cérébrale qu'on a quand on travaille avec un chatbot. Et ils ont observé qu'il y a une partie du cerveau qui, quand on travaille avec un chatbot, ne s'active pas. Et c'est la partie préfrontale de la métacognition. C'est-à-dire, on n'est plus capable de réfléchir à notre propre pensée. Et ça, c'est très grave. C'est ce qu'on appelle dans notre domaine la paresse métacognitive. C'est-à-dire, on observe que si on mène de l'apprentissage avec l'IA non régulé, c'est-à-dire non structuré, pas réfléchi, on mène à des situations de paresse cognitive. C'est-à-dire des situations où on ne met pas plus en place la réflexion sur notre propre apprentissage. Donc, en gros, ce qui montre un peu ces études qu'on commence à voir de plus en plus, c'est qu'en fait, nous en apprenons plutôt des IA et pas avec les IA. Et donc, il y a tout un tas de gens comme nous qu'on se pose des questions. Comment est-ce qu'on peut commencer à développer ces compétences clés qui nous permettent de commencer à apprendre avec l'IA et pas dépendre tant ça de l'IA?
Il y a beaucoup de bibliographies. Je vous pose juste cet article-là, mais il est déjà ancien parce que c'est 2024, hein, voilà. Mais il s'est posé des questions par rapport à quelles sont les compétences clés qu'on doit faire pour essayer de faire que nos étudiants s'adaptent avec l'IA. Et ils étaient d'accord sur deux choses. Il y a deux compétences clés qui sont super importantes pour ça et qui ont été toujours importantes pour l'éducation, indépendamment de l'IA, indépendamment des calculettes, indépendamment de l'écriture. C'est la métacognition et les pensées critiques. Que c'est en gros deux compétences qui sont extrêmement liées. Sans métacognition, on ne peut pas avoir des pensées critiques. Sans pensée critique, c'est difficile d'avoir de la métacognition. Mais bon, nous, scientifiques, on la sépare. En gros, ce que ça veut dire, c'est que nous, étudiants, ils doivent apprendre à apprendre. Et apprendre avec les contextes d'aujourd'hui. Et les contextes d'aujourd'hui, pour bien ou pour les mauvais, il y a l'IA générative. C'est-à-dire, on doit les apprendre à apprendre aussi avec l'IA générative. Et nous, quand on parle d'engagement critique, ça, c'est une définition que c'est assez complexe et que Morgan a travaillé énormément. Les pensées critiques, on peut les concevoir de différentes formes. Hein. Là, on a eu des collègues qui faisaient toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est les pensées critiques. Nous, scientifiques, avec la technologie, on veut essayer d'observer ce qui se passe avec l'IA générative, on définit les pensées critiques pour ceux qu'on peut observer. Pourtant, on dit, nous, on va parler d'un engagement critique avec l'IA, c'est-à-dire engagement parce que c'est observable, et on va parler d'une orientation active à évaluative par rapport au contenu que l'IA me montre, mais aussi la manière de comment est-ce qu'on les approprie dans l'apprentissage, comment est-ce que je m'approprie de cette connaissance de l'IA dans mon apprentissage et comment est-ce que je régule mon apprentissage avec cette nouvelle connaissance. Et c'est cette vision un peu qu'on essaye d'avoir. Et notre travail, c'est construire des technologies qui, en lieu de nous mener à ne pas développer ces compétences, nous mènent à essayer de les mettre plus en pratique, même en l'IA. Donc, c'est la question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette métacognition et le développement de cet engagement critique avec l'IA? Aujourd'hui, si on met en place des expérimentations avec l'IA qui existent, nous, les technologues qui on a travaillé toujours avec l'éducation, on sait que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que les technologies ne sont pas adaptées. On ne peut pas apprendre nécessairement, ou c'est difficile d'apprendre quand on ne connaît pas, d'un système qui est défini, dissigné pour toujours donner une réponse. Nos collègues, ils nous parlaient de l'incertitude. L'incertitude, c'est important pour apprendre. Pas connaître, c'est important pour apprendre. Pas avoir des réponses, c'est important pour apprendre. Aujourd'hui, les systèmes qu'on a, ils ont toujours la réponse parfaite. Ils ont toujours une réponse. On ne sait pas si c'est parfait ou pas, mais il y a toujours une réponse. Et ça, pour nous, ça ne suffit pas. Pour les technologues, on dit on doit travailler avec des technologies qui nous aident à l'apprentissage, on ne peut pas assumer directement ce qui nous donne GPT, Claude, etc. pour apprendre, parce que pour nous, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisamment guidé. Et les études nous disent ça. Nous, on doit créer un apprentissage de l'interaction entre la machine et l'étudiant. Et ça, pour ça, on connaît depuis des années, et notre domaine scientifique le fait, il faut guider. Il faut orchestrer cette interaction. On ne sait pas créer des connaissances sans une orchestration guidée. C'est pareil qu'on a fait toute la vie. Les profs dans la salle orchestrent les activités pour arriver à une certaine connaissance. C'est ça qu'on fait nous. Et c'est ça les exemples de certaines expérimentations que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui et qu'on a fait toujours avec un outil qu'on a désigné dans notre équipe de recherche qui s'appelle Simba. Alors, aujourd'hui, je dirais, c'est presque plus nouveau. Mais dans ce moment, il y a 3 ans qu'on l'a créé. C'est aujourd'hui un outil qui permet aux profs de créer ses propres activités avec une IA générative, un modèle d'IA génératif. Les premières, c'était avec GPT parce qu'il y avait les API qui marchaient en ce moment-là. Aujourd'hui, on a Mistral derrière. Et ce qui fait ça, en gros, c'est que nous, comme profs, on peut dessiner notre propre agent pédagogique qui va forcer certains objectifs pédagogiques. Et c'est ça la différence de ce qu'on avait jusqu'au maintenant. Ils utilisaient les IA génératives, mais ils ne savaient pas nécessairement prompter.
Nous, ce qu'on a fait, on a travaillé avec différents prompts pour essayer que notre agent marche toujours avec un objectif, soutenir les objectifs pédagogiques des profs. Et dans ces cas-là, on a créé ce qui s'appelle un outil socratif, comme Claude avait créé plus tard, mais nous, on l'avait fait déjà, qu'en lieu de toujours donner des réponses à l'étudiant, guide par rapport à ce qu'il dit les profs, sur des questions en permanence l'étudiant par rapport à un contenu. Et ce contenu, il est donné parmi du RAC, par les profs et par l'activité qu'il désigne lui-même. Finalement, c'est un outil assez simple. Ils partagent les chats avec les étudiants et les chats, ils font leur activité, guidés par les profs ou pas, avec les chatbots. Et en plus, ce qu'on a là, ce que c'est super important pour les professeurs et qu'on ne peut pas avoir avec un outil normal, c'est qu'on peut avoir les traces des conversations des étudiants et on fait des analyses de ces traces. C'est-à-dire, on peut voir qu'est-ce qu'ils ont fait, nos étudiants, avec l'IA génératif. Et pourtant, on peut voir une vision de, OK, ils ont conversé de ce thème-là, ils n'ont pas conversé, ces gens-là, ils n'ont rien fait, ces gens-là, ils ont copié-collé directement, etc. C'est une espèce de construire pour la défiance, je suis d'accord, mais c'est aussi une façon de visibiliser quelque chose qui est invisible. Et que pour nous, les profs, c'est assez important parce que l'apprentissage, ce n'est pas juste arriver à un but éducatif et à un résultat final, c'est les processus. Et ça nous aide à prendre un peu plus de conscience comme prof et comme étudiant d'avoir ce processus. Bon, ça c'est un outil. Et ce qu'on a fait, c'est essayer de comprendre comment est-ce que cet outil pouvait accompagner ces deux compétences basiques, la métacognition et l'esprit critique. Et là, je vais vous montrer quelques expérimentations et les résultats qu'on a obtenus dans des contextes réels d'apprentissage dans l'éducation supérieure. On a fait une première expérimentation en aéronautique, il y avait déjà des gens de l'ENAC par là. On a fait un cours en thermodynamique en première année. Les professeurs, déjà, ils faisaient des activités de métacognition dans leur cours. Ils leur demandaient toutes les semaines de faire un résumé sur les concepts qu'ils avaient appris cette semaine. Et ce résumé, il était évalué comme un des résultats de la semaine. Ce qu'on a fait, c'est faire un groupe de contrôle, que c'était la cohorte de l'année antérieure, et on leur a exposé à la même activité, en 2024, avec 103 étudiants, à la même activité. C'est-à-dire, toutes les semaines, ils devaient produire une petite synthèse de ce que j'avais appris dans mon cursus. Mais cette fois-là, on donnait Simba comme outil pour préparer cette synthèse. Bon, on a récupéré quelles étaient leurs connaissances préalables par rapport au contenu des cours, leurs connaissances préalables par rapport à l'IA générative, c'est-à-dire combien je sais de comment est-ce que ça marche l'IA. On a pris les notes finales, les notes de résumé et l'engagement, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait avec l'IA générative. On a tracé ça. On a fait une comparaison et on a vu qu'est-ce qui se passait. On a mis ensemble un groupe d'étudiants. Qu'est-ce qui se passe par rapport à les résultats finaux d'évaluation, c'est-à-dire les résumés? On n'observe pas de différence. Pas l'IA, pas avec IA, sans IA, les résultats, c'est le même. Il n'y a pas une différence significative en termes de résultats performants d'éducation. C'est-à-dire là, c'était comme si on n'avait rien fait. Par contre, ce qu'on observe dans la cohorte expérimentale, c'est-à-dire, je me suis trompée, c'est expérimental. Dans la cohorte expérimentale, c'est-à-dire on observe ceux qui avaient plus utilisé l'IA générative et on l'a contrôlé par les connaissances préalables, parce que sinon on a toujours ceux étudiants qui sont mieux, qui font plus d'usage et pourtant ils ont meilleures notes. On a observé que ceux qui s'engageaient plus avec l'IA générative, et d'une façon que vous allez voir assez curieuse, on a vu qu'il y avait une meilleure performance. Donc, quand on compare avec l'IA, sans l'IA, on ne peut pas avoir de différence, mais quand on voit avec l'IA, ceux qui l'utilisent d'une façon un peu plus critique, on va voir, ils ont meilleure performance. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus critique? C'est ce qu'on a fait après. On a essayé de prendre les conversations qu'avaient eues les étudiants avec l'IA et on les a taguées par rapport à deux systèmes de tagging, c'est-à-dire deux systèmes de codage. Quel système de codage on a utilisé? Un système de codage qui typiquement s'utilise pour structurer les dialogues entre un tuteur et un étudiant. Typiquement, ça utilisé pour étudier les relations tuteur-étudiant dans toute la vie, humain-humain.
pour étudier quels sont les échelles de dialogue qui caractérisaient ces deux agents. Dans ce cas-là, c'était l'agent IA et l'étudiant. Et après, on a vu un autre type d'écodage qui s'appelle contribution aux connaissances, que c'est un autre type d'écodage qui nous permet d'évaluer entre deux personnes combien de contributions à la connaissance ils ont fait. Donc, on a passé toutes les données des conversations par un processus que je ne vais pas vous expliquer, mais ce n'est pas grave. On utilise des techniques qui s'appellent process mining, qui nous permet d'extraire des patrons de comportement, c'est-à-dire les patrons qui émergent des données. Ce n'est pas que nous, on les impose, c'est qu'on les voit sortir des données, c'est-à-dire des choses qui se répètent. Et on a vu deux comportements assez intéressants. Par rapport à les structures de dialogue, on a vu qu'il y avait des étudiants qui vraiment, ils avaient une relation tuteur-étudiant avec l'IA. C'est-à-dire, j'utilise l'IA comme un tuteur. Et je lui demande ça, je ne comprends pas, est-ce que tu peux me clarifier, etc., etc. Il y avait ceux qui ne faisaient rien, bon, on s'en fiche, il y a toujours ceux-là. Et après, une relation d'égalité. Et ça, c'était assez curieux. C'est-à-dire, les gens qui avaient une relation d'égalité avec l'IA. C'est-à-dire, je ne les traitais pas comme un tuteur, je les traitais comme un collègue. Et je savais que je savais des choses, et j'ai validé mes connaissances avec lui. C'est un comportement complètement différent. Et c'est eux qui ont performé mieux. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas utilisé comme un tuteur, ils l'ont utilisé comme un validateur de mes connaissances. Mais ils avaient de l'auto-efficacité eux-mêmes. Ils étaient sûrs de leurs connaissances. Et après, par rapport à la contribution des connaissances, ceux qui plutôt utilisaient tuteur-étudiant, ils utilisaient l'IA pour combler les lacunes des connaissances. Il y avait absence d'échange de connaissances, ce qui ne faisait rien. Et il y avait la deuxième, que c'est la contribution de validation ou de confirmation des connaissances, que c'est ceux qui utilisaient la relation d'égalité avec l'IA. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous parle un peu des types d'engagement qu'on peut avoir l'IA et des types d'engagement qu'on voudrait potentiellement pousser. Ça, c'était par rapport à la métacognition. Et après, on a voulu voir un peu qu'est-ce qu'on fait avec les pensées critiques. Et ça, c'est le travail de Morgane qu'elle est en train de mener. Et je vais vous présenter un peu les premières expérimentations exploratoires qu'on a menées. Alors, elle a décrit l'engagement critique comme une évaluation de la source, patron de recours à l'IA, c'est-à-dire comment est-ce que si je délègue ou je ne délègue pas certaines tâches, et comportement d'autorégulation, comment est-ce que je me régule avec l'IA. D'accord ? On a fait une petite expérimentation, toujours avec le même outil, Simba, et on a mis les étudiants en session d'une heure. Cette fois-là, c'était juste exploratoire, on n'avait que 30 étudiants, c'était des étudiants d'éducation supérieure. Et on leur a mené à écrire un résumé d'un texte qui parlait de l'impact des réseaux sociaux en la démocratie. Ils avaient ces textes avec des références et ils devaient converser avec Simba pour produire un petit texte synthétique de 300 mots en réfléchissant aux avantages, aux pros et cons des réseaux sociaux dans la démocratie. On leur donnait ces textes avec des références et ils s'interagissaient avec l'IA librement. Ils avaient toute la liberté du monde pour interagir avec l'IA. On a récupéré beaucoup d'informations, leurs pensées critiques par rapport il y a des questionnaires qui mesurent ça, quelle est la prédisposition critique d'un étudiant, etc. Et on a demandé quelle est leur connaissance sur l'IA, on leur a demandé quelles sont les évaluations des sources qu'ils ont fait après, etc. Bon, on a fait tout ça et on a récupéré aussi les traces d'éducation. Et ce qui était intéressant dans cette expérimentation, c'est qu'on a forcé notre agent à donner une référence fausse. Donc, dans un moment donné, ils conversaient avec l'IA et l'IA leur donnait une référence fausse par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, on a voulu évaluer ça pour voir s'ils étaient vigilants pour la vigilance épistémique et on a vu un résultat intéressant. Personne n'a détecté la référence fausse. Bon, voilà, c'était attendu, hein, c'est pas grave. On sait qu'on n'est pas toujours à l'aise. Ça, il faut comprendre que c'était une expérimentation contrôlée, dans le sens où c'était pas vraiment dans un cours. Ça peut avoir un impact direct aussi. Mais on n'a pas trouvé que personne regardait. Par contre, ils demandaient des ressources de temps en temps qu'ils étaient dans les textes. Ils demandaient par rapport à des articles qu'ils étaient cités dans les textes. Donc ça, c'était pas mal. Mais ce qu'on a vu, et c'était intéressant, c'est que ces étudiants avec un profil plus élevé sur les connaissances de l'IA avaient un engagement plus critique. Donc il ne faut pas juste avoir une prédisposition critique, il faut aussi avoir des connaissances de l'IA.
parce que c'est ce groupe-là qui a un engagement le plus critique. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en voyant ça, on mène plusieurs actions par rapport à ça. Et aujourd'hui, on travaille un peu sur une petite dashboard pour intégrer dans l'outil où on montre aux étudiants, et ça c'est un travail qui est en train de faire Walid, et ça c'est juste un mock-up qu'on a fait, on va leur montrer à eux-mêmes s'ils sont en train de faire une interaction très dépendante de l'IA, s'ils sont en train de faire une évaluation, une vérification mauvaise de la source, etc. On va évaluer tout ça et en temps réel, on va leur proposer aussi cette information pour voir si effectivement le fait de prendre conscience de comment est-ce que tu interagis avec l'IA peut aussi générer des changements dans les processus cognitifs. Ça, c'est les deux expérimentations un peu qu'on a fait. Quelles sont les conclusions générales qu'on apprend de ça et quels défis on a, nous, comme institution, pour faire un peu une sorte de mener à ce type de compétences? Bon, on a appris de notre expérimentation que par rapport à la métacognition, il faut la promouvoir, mais il faut toujours la promouvoir d'une façon très structurée. Comme disait Dominique, on ne peut pas mettre là dans la forêt l'IA avec les profs et faire n'importe quoi. On peut, dans un contexte expérimental, mais avec un but plus clair. Mais surtout, il faut savoir qu'il faut guider l'interaction entre l'étudiant et l'IA. Ou externellement avec des outils qui nous permettent, mais il faut toujours la guider pour faire emphasis sur cet aspect plus métacognitif. On a appris aussi que plus d'interactions dans un contexte régulé, parfois, ça mène à de meilleures performances. Et que la collaboration avec l'IA, c'est surtout dépendant, pas que de l'engagement critique et des connaissances préalables, surtout des connaissances par rapport à l'IA. C'est-à-dire combien je connais de comment est-ce que ça marche la machine avec laquelle je suis en train d'interagir. C'est intéressant, parce que plus tu connais une personne, plus facile est de collaborer avec cette personne. C'est une façon de dire, plus je connais sur comment est-ce que ça marche ma machine, plus je suis capable de collaborer avec ces machines. Par rapport à la pensée critique, ça se répète, plus de connaissances préalables sur l'IA, plus de vigilance, et plus de connaissances et pensée de dispositions critiques élevées, moins de dépendance à l'IA. Donc là, on apprend des choses intéressantes quand même. On sait maintenant qu'apprendre sur l'IA, c'est pas mal quand même. Ce qu'il disait Dominique, il faut connaître un peu l'ennemi. Non, il faut savoir qu'est-ce qu'on va trouver en face. Et c'est pour ça qu'on considère qu'un des défis qu'il faut faire comme institution, c'est commencer à développer cette connaissance sur l'IA. En fait, s'il n'y a plus seulement leur faire utiliser l'IA dans un contexte pédagogique concret, etc., ce n'est pas suffisant si on ne fait pas la réflexion de comment est-ce que cette machine marche. C'est-à-dire on doit faire l'exercice de mener qu'est-ce que c'est l'IA, quelles sont les implications sociales, quelles sont les implications techniques, comment est-ce que ça marche un algorithme, à niveau institutionnel. On a commencé à faire ça avec l'équipe d'Anity et on a essayé de mener à grande échelle dans les cours devenus étudiants à l'Université de Toulouse un cours de formation et d'alphabétisation sur l'IA générative. Maintenant, il est court, mais on essaye de faire et il y a eu un impact assez intéressant. Pour le moment, on est en train d'analyser les données, mais déjà, ils apprennent déjà des choses. On leur fait prendre conscience sur les enjeux climatiques, les enjeux des bias, les enjeux des clics, la production du clic, les annotateurs, tout ça. Et eux, ils prennent conscience, même ceux qui sont en informatique, ceux qui sont en informatique, ils connaissent un peu plus, mais ceux qui sont en biologie, ceux qui sont en maths, ceux qui ne sont pas nécessairement très conscients de tout ça. Et c'est intéressant. Et on leur met en face avec des exercices, on leur montre que l'IA ne marche pas, les LLM sont juste une production de probabilités. Et on leur montre que les tokens, c'est un token de probabilité. Et on leur met en face des exercices où ils se trouvent à « j'ouvre les frigos pour prendre une bouteille d'eau ». Et en France, il m'apparaît plutôt la probabilité de lait. Mais si je les mets en anglais, ça m'apparaît beer. Et si je les mets 10 fois en français, parfois m'apparaît champagne. Et si je lui mets j'ouvre les bouteilles de frigo pour prendre une bouteille de frigo parce que je suis en train de voir un match de foot, il y a bière.
Donc ça, on leur met dans cette situation pour qu'ils prennent conscience que l'IA, c'est un producteur de probabilités. Et ça, c'est le type d'exercice à lequel on l'emmène. Et c'est assez intéressant, ça donne de bons résultats pour le moment. Aussi, il faut changer notre pratique pédagogique. Ça, on insiste, c'est difficile. Il faut prendre conscience, il faut former les profs, etc. C'est vrai, mais on peut les faire. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter d'évaluer comme on évalue, malheureusement. Là, il va falloir revenir au papier crayon. Oui, on est d'accord. Il va falloir, je suis complètement d'accord, en l'isolation absolue des zéro IA. Je suis complètement d'accord. Il faut penser à des situations où il n'y a pas d'IA. Mais aussi, il faut former les profs pour arrêter de faire des mêmes évaluations qu'on a toujours fait. Multiple choice, OK. Il faut peut-être faire plus de projets et les projets suivis. Et les projets, pourquoi pas, avec l'IA, mais où on suit les processus. Parce que c'est dans les processus qu'on peut faire changer les mindsets des gens. Et pas dans les résultats finaux, pas dans les goals. On a toujours des final goals. On est dans une société complètement capitaliste et pour la productivité absolue. On a toujours des objectifs de tous les types et des performances absolues. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de perdre un peu de temps dans les petits détails qui sont importants pour apprendre. C'est ce qu'on fait un peu avec Génial. Génial, c'est un projet Erasmus+ européen avec plusieurs institutions latino-américaines et nous, on est les coordinateurs en France. Et on essaye de mener des actions pour essayer de, à grande échelle, mener des politiques institutionnelles qui nous aident à permettre ce type de pédagogie un peu plus réflexive sur l'usage de l'IA. Et finalement, si on veut transformer les institutions, il faut aussi transformer leurs infrastructures et leurs régulations. Alors là, on est dans la démarche de la vitesse de la folie, mais oui, il faut courir un petit peu, parce que sinon, on va être un peu en retard pour certaines choses. Donc, de la même façon que l'institution, elle doit préserver de l'usage de l'IA parce que ça doit être un espace de réflexion d'humanisme, je pense aussi qu'il faut courir pour créer des infrastructures qui nous permettent d'être souverains sur notre propre intelligence artificielle. Parce que si on veut faire notre propre apprentissage, il faut être un peu souverain de ce qu'on veut faire avec. Donc c'est à nous de définir rapidement les stratégies infrastructures pour assurer l'équité à l'accès, par exemple. Parce que ça, on ne le dit pas, mais ceux qui payent, ils ont des meilleures performances, ceux qui ne payent pas, ils ont moins. C'est comme ça. Donc, il faut éviter ça. Et nous, comme institution publique, on doit essayer d'éveiller pour ces principes. Et ça veut dire réfléchir à l'infrastructure qui va soutenir ces principes. Donc nous, avec Anity et l'AMU, ils font un peu ça. Ils ont généré déjà des liens avec Mistral, ils ont généré des liens avec l'Université de Rennes, qui est à Ragaren, qui donne accès à certains modèles ouverts. Donc nous, on essaye aussi de sensibiliser les étudiants de que ça existe, de que des IA souveraines existent et que ça a une implication énorme dans comment est-ce qu'on va voir l'IA de demain. Parce que moi, je leur dis toujours à mes étudiants, tout ce que vous leur dites, eux, ils apprennent. Plus de bias cognitifs vous lui donnez, plus de bias cognitifs, eux, ils vont avoir. Donc, en vrai, l'IA, c'est un reflet de la société. C'est comme Internet, c'est les mêmes données. Donc, finalement, c'est un reflet de nous-mêmes. Donc, il faut bien faire penser à nos étudiants pour qu'ils soient critiques sur nous-mêmes. Et juste comme ça, on va pouvoir faire que nos IA soient aussi un peu plus critiques, un peu plus diverses. Et j'espère qu'avec le temps, on puisse mettre Socrate, ils disent, bon, finalement l'IA, c'est pas si mal, il va pouvoir aider au développement de l'éducation, on espère, mais il faut réfléchir ensemble. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec l'IA pour réussir ça. Merci beaucoup. J'ai fait 25 minutes. Ah non, 36 minutes. 36 minutes, pardon. J'étais un peu plus courte que les collègues. Ah, c'est l'efficacité d'Anity. Je suis technologue aussi, je suis pas... Est-ce qu'on a le temps d'une question ou deux? Moi, j'en ai une, mais... Ouais, je suis pas prioritaire, je la vois souvent. Merci. Et est-ce que les outils que vous avez développés, on peut les mettre en œuvre chez nous? Oui. Ouverte, open source.
Bon, c'est les projets qui payent. Merci déjà pour votre présentation. Je voulais savoir par rapport au groupe de test que vous avez fait, sans IA, avec IA. Mais pour moi, il me manque un groupe, c'est-à-dire le groupe de la coopération. C'est-à-dire un espace où les étudiants auraient pu, au lieu de converser avec une IA, converser entre eux. Et puis de temps en temps, un professeur qui pouvait avoir la main sur les connaissances ou rectifier quelque chose. Et ça, il me semble que... je ne sais pas si vous l'avez fait. On ne l'a pas fait parce que ce n'était pas l'intention. Je comprends ce que vous dites. Ce n'était pas le but de l'expérimentation. On doit contrôler au maximum des variables. Nous. Donc, on a pris une pratique existante. Les profs, ils avaient ça déjà. Donc les étudiants, ils peuvent converser pour ils peuvent parler entre eux, on n'a pas interdit ça, mais les profs, ils menaient pas cette initiative de conversation entre eux parce qu'ils les considéraient un exercice individuel. Donc nous, on a mené juste l'IA comme soutien à cet exercice individuel, mais pas collaboratif. On aurait pu mettre un troisième cas de collaboration, mais je ne pense pas que ce soit comparable. Parce que quand on s'expose à l'IA, on s'expose à quelqu'un qui est vraiment différent. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier dans un projet ANR, que je n'ai pas commenté ici, mais on est en train de voir comment est-ce que ça se produit, les processus de collaboration. Et on est en train de transformer les processus de collaboration pour l'éducation qui sont montrés efficaces pour une collaboration humaine. Et on essaie de les transformer pour mettre l'IA dedans. Et alors, un des principes de collaboration qui sont clés, c'est la symétrie ou la asymétrie avec ta personne qui est en face. Tu peux générer de l'apprentissage collaboratif avec des personnes d'égale connaissance ou compétences, aussi avec des différentes. Avec l'IA, on n'a pas l'égalité, jamais. On a toujours le déséquilibre. C'est pour ça que si on aurait ajouté une discussion, je ne peux pas assurer qu'il y aura eu un impact ou pas, je ne peux pas les contrôler. C'est possible, mais je me pose des questions quand même, parce que ce n'est pas la même relation. Ce n'est pas la même relation, ce n'est pas la même trust aussi. C'est une chose qui s'étudie énormément, c'est la confiance que tu as dans la personne. Ça a un impact direct en comment est-ce que tu prends et tu reçois ces informations. Si tu as plus de confiance avec ton interlocuteur, tu es plus perméable. Si tu as moins, c'est ce qui démontre en fait nos études, plus tu connais, plus tu te sens à l'aise, plus tu es confiant avec toi-même aussi. Donc, c'est assez compliqué, c'est pour ça que c'est un projet de recherche. Oui. Mais oui, je comprends votre vision. Oui, parce que vu que l'IA aussi peut avoir des erreurs, en fait, quand l'humain avec l'humain peut aussi avoir des erreurs. Enfin, c'est dans ce processus-là aussi, et dans ce qu'on disait ce matin, revenir dans le milieu, c'est-à-dire pas être auto-centré et voir plutôt les forces qu'on peut avoir avec la communication avec les autres. Oui. C'est pas mon sujet là, mais c'est intéressant.